Cet épisode est présenté par Infoprocréation. Infoprocréation qui a été fondée pour informer, pour accompagner les personnes qui ont recours à la gestation pour autrui, c'est-à-dire, bien sûr, utiliser une femme porteuse pour avoir un enfant. Quand une personne souhaite avoir recours à la gestation pour autrui, Infoprocréation vous donne tous les outils, toutes les ressources, l'information, tout ce dont vous aurez besoin pour votre projet qui vous tient bien sûr très à cœur quand on se lance là-dedans. Donc, vous souhaitez comprendre les lois encadrant le processus à la recherche d'une femme porteuse aussi ou que vous soyez à toute autre étape du processus, bien sûr, bien, on est là pour vous aider dans votre démarche. Infoprocréation, oui, vous propose notamment des webinaires, tout ce que vous devez savoir sur les aspects médicaux, légaux, psychologiques, financiers. C'est un gros dossier quand on se lance là-dedans, alors on est là pour vous épauler. Le prochain webinaire va être animé par Maître Héloïse Pion, qui est avocate en droit de la famille, notamment en gestation pour autrui, qui va parler de la loi sur la réforme du droit de la famille qui encadre désormais la gestation au Québec. Ne manquez pas la conférence. Ça va se passer le mercredi 24 avril à 19h30. Vous pouvez vous inscrire en visitant le site web info-procréation.ca. Infoprocréation qui est votre boussole en procréation assistée. Alors voilà, on va commencer l'épisode. Bonjour tout le monde. Bonjour Anne-Marie. Allô Christine. Je suis super contente d'être de retour avec toi. Moi aussi. Pour un autre épisode du podcast Les Infertiles. Alors je me présente, mon nom c'est Christine Bélanger. Si je suis là aujourd'hui, c'est que Élodie est à la maison. Elle a dû s'absenter parce qu'elle est malade. Mais je peux très bien comprendre la réalité des couples infertiles parce que j'en fais moi-même partie. Je suis passée par un parcours en procréation médicalement assistée pour avoir mon fils. Alors, ça me fait bien plaisir d'être ici encore une fois avec vous. Et aujourd'hui, ben, on va parler d'un sujet très intéressant et qui se base sur, depuis le 31 mai dernier, où la loi sur la réforme du droit de la famille a été votée à l'unanimité. Cette loi qui encadre la gestation pour autrui au Québec, qu'on va appeler aussi GPA durant le podcast, c'est juste pour le rappeler. C'est une première au Québec le 6 mars 2024. Dans 2 jours, au moment d'enregistrer cette émission, ben, on va avoir une deuxième phase qui va entrer en vigueur. Si jamais vous avez manqué la conversation avec Isabelle Côté, qui a été publiée un peu plus tôt sur nos réseaux, ben, sachez qu'on vous invite à le faire. C'est un complément d'information très intéressant. Pour nous en parler aujourd'hui, on est avec Maître Héloïse Pion, qui est avocate en droit familial. Bonjour. Bonjour. On va faire une petite présentation parce que là, il y a bien des choses dans ton CV qui nous intéresse. Donc, tu es avocate en droit familial associée chez Prévost Fortin Daou depuis mai 2009. Tu t'intéresses notamment à la GPA, tu donnes des consultations, mais aussi des conférences sur la nouvelle loi, membre de l'Association des avocates en droit familial du Québec, présidente du conseil d'administration de l'organisme communautaire Grand Frère, Grande Sœur de la Porte du Nord. Tu as aussi participé au documentaire Porteuse de vie qui est disponible sur Crave. Alors, on est vraiment heureux de te recevoir aujourd'hui au podcast Les Infertiles. Merci d'être là. C'est un plaisir pour moi. Tu t'intéresses à la gestation pour autrui depuis 2013. Exactement. C'est bien ça. Ça a été quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de t'intéresser? En fait, en 2013, moi, j'étais étudiante en droit encore à l'Université de Montréal. Je travaillais chez Prévost Fortin Daou déjà depuis 2009. Et à ce moment-là, j'ai une de mes collègues, Julie Lavoie, qui est maintenant mon associée, qui a eu un dossier en matière de GPA. Et à ce moment-là, c'était assez inusité. Là, on voyait vraiment pas ça souvent, des dossiers en matière légale qui concernant les cas de grossesse pour autrui. Et ce cas-là était très particulier parce que ça concernait une femme porteuse qui était en Inde. Et dans ce dossier-là, en fait, ce qui était notre mandat, nous, c'était de demander l'adoption pour l'enfant qui était né en Inde et dont les parents étaient domiciliés au Québec. Alors, dans ce dossier-là, en fait, à ce moment-là, il y avait très, très peu de jurisprudence. Là. Il n'y avait pas beaucoup de décisions des tribunaux sur la GPA et c'était très controversé. Il y avait des décisions de la Cour du Québec d'un côté comme de l'autre et on ne savait pas trop, donc, dans quel sens la décision du tribunal irait. Et
c'était donc très insécurisant pour les parents d'intention à ce moment-là. Et même que le procureur général du Québec est intervenu dans le dossier à la demande de la juge. Et à ce moment-là, ce qui était présenté par le procureur général du Québec, c'était que ça allait en contre de la dignité humaine et que ça concernait l'instrumentalisation du corps de la femme porteuse en Inde et donc la marchandisation des enfants. Alors, c'était le discours qui était tenu par le gouvernement du Québec à ce moment-là dans le dossier de cour pour contrer l'adoption par notre client de son enfant, essentiellement, parce que c'était les parents d'intention qui voulaient l'adoption. Et durant ce processus judiciaire-là, qui a été, somme toute, assez long, là, ça s'est terminé en 2016 par une bonne nouvelle, par l'adoption de l'enfant. Mais en cours de route, il y a eu 2 arrêts de la Cour d'appel qui ont été prononcés en 2014 et en 2016, qui ont clarifié le droit à l'époque, à l'effet que, dorénavant, ce qui devait être prioritaire, c'était l'intérêt de l'enfant. Alors qu'on devait vraiment, même si les contrats de grossesse pour autrui étaient nuls de nullité absolue à ce moment-là, que la priorité, c'était de permettre à l'enfant d'avoir une filiation qui était conforme à sa réalité familiale depuis sa naissance. Et donc, c'est dans cette direction-là que la Cour du Québec était allée dans notre dossier en suivant les 2 arrêts de la Cour d'appel rendus en cours de route et en permettant l'adoption de l'enfant. Ça a fait une petite étincelle dans ta carrière. Et là, depuis, est-ce qu'on peut dire que tu es spécialisée en gestation pour autrui? Est-ce qu'on peut dire ça de... Bien, en fait, on peut pas dire comme avocat qu'on est spécialisé dans un domaine de droit. On peut seulement dire qu'on pratique dans un domaine. Alors, effectivement, oui, je pratique en matière de gestation pour autrui. Et en fait, après cette décision-là qui a été plaidée par ma collègue, là, moi, à ce moment-là, j'étais une très jeune avocate quand ça s'est terminé. Et ma collègue, Maître Lavoie, pilotait le dossier. Mais par la suite, moi, j'avais publié un article pour faire connaître cette décision-là sur notre site Internet. Et à partir de là, il y a des gens qui sont venus me solliciter pour savoir si je donnais des consultations en matière de grossesse pour autrui, notamment parce que dans les cliniques, à ce moment-là, il était toujours demandé aux gens d'avoir une consultation juridique en matière légale quand ils procédaient via un processus avec une femme porteuse. Et il y avait très peu d'avocats qui pratiquaient dans ce domaine-là. Alors, c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à donner des consultations juridiques à des parents d'intention, des femmes porteuses un peu partout à travers le Québec, parce que ça se faisait de façon virtuelle. Alors, j'avais des clients partout, là, à Québec, en Mauricie, un peu partout autour au Québec. Et donc, de fil en aiguille, mon nom a circulé sur les réseaux sociaux. Puis c'est comme ça que j'ai développé une pratique et une clientèle en matière de GPA, qui d'ailleurs est vraiment un sujet passionnant parce que c'est des beaux dossiers. Moi, j'appelle ça mes dossiers bonbons. C'est toujours positif, contrairement à d'autres aspects de ma pratique dans lesquels on est dans le litige, dans la confrontation, parce que je fais du droit familial plus conventionnel, là, des divorces, garde d'enfants, pension alimentaire, des litiges en matière de succession. Et là, on est toujours dans une dynamique plus de confrontation, de négociation aussi, mais un peu moins positif. Là, c'est pas les plus beaux moments de la vie des gens. Versus, en matière de GPA, c'est vraiment des moments positifs, des gens qui sont enthousiastes face à leur projet qui s'en vient. Alors voilà. C'est des beaux projets familiaux. Exact. Ouais. C'est du beau droit familial positif, rassembleur, qui mène à des bébés. Alors, c'est vraiment des beaux dossiers. C'est toujours le fun après de savoir que le projet s'est rendu à terme et qu'on a un enfant de plus qui va grandir dans une famille qui l'a tellement désiré. Ah oui, vraiment. C'est vraiment passionnant à voir, mais il y a très peu d'avocats comme toi qui se spécialisent en gestation qui a dans sa pratique la gestation pour autrui. Est-ce qu'il y a une raison qui explique ça? Bien, c'est parce que ça demeure quand même un domaine de droit qui est assez non conventionnel, là, dans ce sens. Puis il n'y a pas énormément de clientèle, évidemment, en cette matière-là non plus, compte tenu du nombre de personnes qui vont faire affaire avec une femme porteuse. Alors, c'est un petit domaine de droit et ça prend quand même une spécialisation suffisante pour être en mesure d'accompagner les gens, surtout avec ce qu'on connaît actuellement, avec l'entrée en vigueur de la loi 12. C'est assez complexe, le processus qui est mis en place. Alors, ça prend des professionnels du droit qui se dédient à comprendre la loi, à l'interpréter, à en discuter entre eux pour se confronter un peu, puis essayer de voir, mais c'est quoi la bonne interprétation? Parce que c'est pas toujours clair. Alors, on nage encore dans vraiment les débuts, là, les balbutiements de la nouvelle loi. Alors, on ne sait pas non plus comment ça va être interprété par les tribunaux. On n'a aucune jurisprudence. Alors, il faut vraiment en faire
une dédication, une volonté d'apprendre à ce sujet-là. Et bien, compte tenu notamment que c'est pas un domaine qui apporte énormément de clientèle, il y a peu de gens qui vont réellement s'y consacrer. Mais moi, je le fais parce que ça me passionne, puis je trouve ça merveilleux de pouvoir aussi aider des familles à réaliser leurs projets là, dans cette voie-là. Ça reste encore marginal, là, comme... Tout à fait. Même si on en parle, il n'y a pas beaucoup de gestation pour autrui. Là. Non, exactement. Je pourrais pas dire c'est quoi le nombre au Québec, mais évidemment, c'est pas la façon la plus commune de faire de la procréation assistée. Alors, dans les cliniques, il y a plein d'autres façons d'avoir des enfants par procréation assistée. Tu pourrais nous en parler. Oui. mais les mères porteuses, ça demeure quand même vraiment un petit bassin de la population qui passe par ce processus-là. Et même si c'était pas encadré nécessairement avant le projet de loi actuel, il y a quand même des femmes qui ont porté des enfants pour autrui. Comment ça fonctionnait avant qu'il y ait cette loi-là? Oui, en fait, avant, le processus s'est développé comme parallèlement à l'absence de loi. Okay. Alors, c'était un peu ça la difficulté qu'on avait, c'est que la loi, ce qu'elle prévoyait, le Code civil du Québec disait que les contrats de gestation pour autrui étaient nuls de nullité absolue. Ce qui fait en sorte que ça donnait rien essentiellement de signer un contrat entre une femme porteuse puis des parents d'intention parce que ce contrat-là ne valait rien juridiquement, ne pouvait pas être forcé d'exécution devant les tribunaux. Et donc, on se retrouvait dans une situation où les gens passaient par l'adoption, mais comme par une voie contournée, en interprétant la loi comme permettant de procéder à l'adoption. Et c'est dans ce contexte-là. Avec la femme porteuse. Exactement. Okay. Ben, en fait, la femme porteuse devait s'impliquer dans le processus, venir donner son consentement, signer un consentement spécial à l'adoption en faveur du parent d'intention qui allait devenir le parent de l'enfant. Alors, dans un couple, parfois ça pouvait être un couple homosexuel, un couple hétérosexuel, bien, il y avait toujours un parent qui ne pouvait pas être indiqué à l'acte de naissance parce que c'était soit la femme porteuse qui était indiquée à l'acte de naissance ou mère non déclarée. Alors, à ce moment-là, il était possible quand même depuis un certain temps pour la femme porteuse de ne pas se déclarer à l'acte de naissance pour, en quelque sorte, concrétiser la volonté qui était qu'elle ne soit pas la mère de l'enfant. Mais il devait toujours y avoir l'adoption par un des deux parents, qui était soit, quand c'était un couple hétérosexuel, la femme qui devait adopter, ou quand c'était un couple de deux hommes, ben un des deux devait passer par l'adoption, alors que l'autre pouvait être indiqué à l'acte de naissance directement. Alors, on se retrouvait dans une situation où pendant environ 9 à 12 mois, le temps de pouvoir obtenir un jugement final d'adoption, il y avait un vide juridique pour cet enfant-là dont un des deux parents n'était pas son parent légalement. Alors, ça créait des problématiques importantes parce que, par exemple, si ce parent-là décédait sans testament, bien, l'enfant n'était pas son enfant encore jusqu'à ce que le processus d'adoption soit complété. Alors, ça pouvait créer des problèmes importants pour l'enfant, pour la famille de façon générale, mais c'était la façon qui avait été mise en place par défaut en l'absence de cadre législatif spécifique à la gestation pour autrui. Alors, l'adoption dont tu parles, c'est l'adoption par consentement spécial, ça veut dire intrafamilial, c'est pas comme banque mixte ou... Non, exactement. C'était intrafamilial par consentement signé soit par la femme porteuse quand elle était indiquée à l'acte de naissance et par le conjoint du parent qui allait adopter. Okay, alors, donc, c'est comme adopter l'enfant de notre conjointe. C'est exactement. Un peu ça le principe. C'était ça le processus qui était en place à ce moment-là. Puis, l'enjeu, c'était aussi que c'était un processus en double étape parce que l'adoption se fait d'abord par une ordonnance de placement en vue de l'adoption et par la suite par un jugement d'adoption. Alors, les gens devaient se rendre 2 fois à la cour plutôt qu'une pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Alors, ça générait en plus des coûts, des délais, de l'insécurité et c'était beaucoup plus compliqué. Alors, par chance, la loi 12 vient faciliter ce processus-là, même si ça a l'air bien complexe et non facilitant, mais la réalité, c'est que tout le monde va être mieux protégé dans le processus et que ça devrait être plus rapide, on l'espère. Cette année, là, la deuxième phase de la loi, en fait, au mois de mars, va être officiellement adoptée. Comment ça va changer le portrait de la gestation pour autrui au Québec? En fait, ça change du tout au tout parce que du jour au lendemain, entre le 5 juin 2023 et le 6 juin 2023, on est passé de contrats nuls de nullité absolue à des contrats obligatoires. Alors, c'est énorme, c'est immense comme distinction. On se retrouve face à des gens qui se faisaient dire « ben non, mais ça vaut rien un contrat de GPA » à « non, non, t'es obligé d'en signer un parce que sinon ton processus, ton projet parental va pas être reconnu au Québec. »
Alors, c'est vraiment, ça nécessite qu'il y ait une éducation de la population à ce niveau-là, qu'il y ait une divulgation de quelle est la loi, comment est-ce qu'elle se met en place, parce que c'est tellement drastique comme changement que les gens, s'ils ne s'informent pas, ben, ils peuvent penser qu'on est encore dans l'ancien mode, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et les changements précis que ça l'amène, en fait, il y a comme deux phases à ça. Il y avait la période transitionnelle qui est entre le 6 juin 2023 et le 6 mars 2024. Donc, on est encore dans cette période-là. Pour les grossesses qui débutent aujourd'hui, par exemple, on est dans la phase de transition où on va devoir passer par une reconnaissance judiciaire de la filiation. Alors, au lieu de passer comme avant par le processus d'adoption en cours du Québec, actuellement, on doit passer par un processus de reconnaissance judiciaire de la filiation qui va se faire en cours supérieur. Alors, c'est pas la même cour, mais c'est un processus qu'on appelle non contentieux. Alors, un peu comme quand on fait des vérifications de testament, quand on a un testament, par exemple, devant témoin ou holographe, là, signé de façon manuscrite, on doit aller devant le tribunal pour faire reconnaître ce testament-là par une procédure non contentieuse qui peut être faite soit par un notaire ou par un avocat. Mais la GPA va passer par ce même type de processus-là. Ça, c'est pour les grossesses qui ont débuté avant mercredi. Exact. Ouais. Donc, pour les grossesses entre le 6 juin 2023 et le 5 mars 2024, c'est le processus de transition. Alors, c'est quand même une petite période de temps. Et là, ben, on n'a pas encore de ces dossiers-là qui sont venus devant les tribunaux. Alors, on ne sait pas exactement quel va être le délai de traitement de la Cour supérieure de ces dossiers-là, mais on s'attend à ce que ça va ressembler au dossier, justement, de vérification de testament ou autres procédures non contentieuses, qui, selon les palais de justice, là, on parle souvent d'autour de 3 mois. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça pourrait aller jusqu'à 6 mois, mais quand même, on est à un délai qui est beaucoup moins long que ce qui était l'adoption, puis qui est moins coûteux, fort probablement aussi, parce que on n'a pas à aller 2 fois faire une audition devant le tribunal. Là, on s'attend à ce que probablement que tout va pouvoir se faire par déclaration sous serment, alors par dépôt des procédures requises devant le tribunal. Le greffier spécial va recevoir le dossier, va l'étudier. Si tout est conforme, pourrait rendre jugement et envoyer le jugement aux parties sans qu'on ait besoin de se déplacer devant le tribunal. Alors, à moins qu'il y ait des conditions qui n'aient pas été respectées ou qu'il y ait des particularités au dossier qui nécessiteraient d'aller devant un juge, mais sinon, ça devrait pouvoir se faire seulement de façon administrative auprès de la Cour. Et concrètement, un couple ou un trio, mettons un duo, le couple femme porteuse qui sont dans ce processus-là, est-ce qu'ils peuvent le faire sans avocat ou est-ce qu'il faut absolument avoir un avocat? Ils peuvent le faire sans avocat, mais il demeure que c'est quand même complexe, tout ce qui doit être inclus. Puis il faut s'assurer que chaque étape du processus est fait correctement pour éviter justement qu'on se retrouve à aller devoir expliquer qu'est-ce qui n'a pas été bien fait devant un juge. Alors, c'est certain que idéalement, d'être accompagné par un professionnel du droit, que ce soit un notaire ou un avocat, c'est préférable. D'autant plus que actuellement, les tribunaux ne seront pas habitués à ce type de dossier-là. Alors, ça peut même créer une insécurité de la part des greffiers spéciaux qui vont recevoir ce dossier-là pour la première fois sur leur table de travail, qui vont devoir eux-mêmes apprendre les dispositions de la loi, voir comment l'appliquer parce que c'est complètement nouveau, puis qui n'ont jamais eu ce type de dossier-là qui avant était confié à une autre cour. Alors, c'est quand même majeur comme distinction. Alors, le fait simplement de recevoir une procédure qui a été préparée par un avocat, ça risque d'être rassurant pour le greffier spécial qui va se dire, bien, au moins, il n'y a pas juste moi qui le vérifie, il y a un autre professionnel du droit qui s'est assuré que c'était conforme avant moi. Alors, j'ai l'impression que ces dossiers-là vont peut-être passer plus rapidement du simple fait que ça crée un sentiment de sécurité pour tout le monde quand il y a plusieurs professionnels du droit qui se sont mis le nez dans le dossier. Mais c'est ça peut être un notaire comme un avocat, là, il n'y a pas de distinction. Là, je veux juste savoir, parce que tu parles d'une autre cour, tu parles du greffier spécial, il y a tous des termes que je connais pas super bien, mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que ces personnes-là n'auront pas à se présenter physiquement en cour, c'est plus la paperasse administrative juridique. Exact. Fait qu'il faut qu'ils envoient des documents. C'est ça. Okay. Alors, c'est pour ça que c'est pas comme... Ça sera pas des frais comme celui de devoir se déplacer au palais de justice, faire des représentations devant un juge. Parfois, on était appelé à passer plusieurs heures à la cour à attendre notre tour en adoption, en ordonnance de placement, versus là, ça va être monter le dossier, l'envoyer au greffier spécial, puis attendre le jugement. Okay. Alors, si, par exemple, le greffier spécial constate qu'il manque quelque chose dans le dossier, normalement, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie un avis de dossier incomplet.
Alors, dans ce contexte-là, on sait qu'est-ce qu'on a à compléter pour répondre aux demandes du greffier spécial. Puis ça se fait la plupart du temps tout par écrit ou parfois par téléphone avec le greffier spécial. Quand il y a des questions particulières, il peut appeler le notaire et l'avocat puis lui faire savoir, bon, ben voilà ce que je me demande. Est-ce que c'est possible d'ajouter ce document-là dans le dossier ou de faire une déclaration sous serment additionnelle ou juste d'avoir une discussion pour clore le dossier. Puis si, par contre, il y a vraiment des conditions qui ne sont pas respectées puis c'est plus complexe, bien là, il pourrait y avoir une audition devant le juge. Mais normalement, ça devrait être dans les cas vraiment où il y a non-respect d'une des conditions de la loi et donc que le greffier spécial ne sera pas nécessairement à l'aise. Puis même peut-être qu'il n'y aura pas compétence. Là. C'est un peu dur à dire comment que la compétence du greffier spécial va être déterminée à ce moment-là, mais j'ai l'impression que ça va être plus le tribunal, le juge qui va pouvoir statuer quand les conditions ne sont pas respectées. Parce que là, on vient de dire qu'à partir, en fait, depuis le 6 juin dernier, 2023, les conventions sont désormais obligatoires. Il y a sûrement des gens qui ne le savaient pas puis qui ont fait un processus. Qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? C'est exactement ces cas-là qui risquent de se ramasser devant le juge. Alors, quand c'est déjà prévu par la loi que quand une condition de la nouvelle loi n'est pas respectée, il est possible de faire une demande d'établissement judiciaire d'affiliation devant le tribunal tant que les conditions principales sont respectées. Comme l'âge de la femme porteuse, le nom... en tout cas, on va en parler tantôt. Là. Oui, exact. Mais les conditions de base à tout projet de GPA doivent... Il y en a qui sont fondamentales, là, comme s'il n'y a pas... C'est sûr que s'il n'y a pas de convention, ça va être un peu problématique, mais on s'attend à ce que probablement qu'au début, ça va passer. Mais encore là, c'est sous toute réserve. Là. C'est pas moi qui ai la discrétion judiciaire, évidemment. C'est le tribunal qui va pouvoir déterminer est-ce que le projet parental dans son ensemble respecte la loi. Évidemment, il ne faudra pas qu'il y ait de rémunération de la femme porteuse parce que sinon, c'est un échec immédiat. Il y a certains éléments comme ça. Le consentement de la femme porteuse, c'est l'élément central, prépondérant, de s'assurer que la femme porteuse consent à la remise de l'enfant aux parents d'intention. Alors, il y a des critères comme ça qui ne pourront pas être dérogés, c'est évident. Mais il y en a d'autres que, probablement, au début, ils risquent d'avoir une plus grande flexibilité face au fait que c'est une loi entièrement nouvelle. C'est ça, Mais ça là, encore une fois, chaque juge peut interpréter la loi différemment, de façon plus large ou plus restrictive. Puis là, tant qu'on n'a pas des directives de la Cour d'appel, on ne sait pas ce qui va se passer. Exactement. Ça va être quoi le niveau de discrétion qui va être toléré. Là. Mais c'est pas complètement... Ils vont pas perdre l'enfant parce qu'ils savaient pas qu'il fallait qu'ils fassent une convention. Par exemple. On espère que non, évidemment. Mais c'est ça, il n'y a pas de garantie de résultat, sachant pas comment le tribunal va l'interpréter, parce qu'il est quand même très, très clair actuellement dans la loi que ça prend une convention. Alors, il ne faut pas prendre la chance. Disons qu'on se dit pas ça à la je ne ferai pas une convention puis ça va passer. Non, on ne prend pas de chance parce qu'on ne le sait pas. Alors, actuellement, il vaut mieux respecter chaque virgule de la loi puis être bien accompagné dans le processus. Puis il y a de plus en plus de professionnels qui se forment sur la nouvelle loi. Puis les notaires vont être, pour beaucoup, formés également parce qu'ils doivent rédiger des conventions notariées à partir du 6 mars. Alors, évidemment, il y a plus de notaires. Exact. Il y a plus de notaires qui vont recevoir des formations, qui vont s'intéresser à la loi puis qui vont donc pouvoir conseiller adéquatement les gens pour éviter qu'on se retrouve dans des cas où les gens ne suivront pas la loi. Pourquoi c'est les notaires qui ont été appelés à faire ce genre de dossier-là? En fait, c'est vraiment un choix du législateur. Là. C'est l'Assemblée nationale qui a fait le choix que ce soit seulement les notaires qui puissent rédiger les conventions de grossesse pour autrui à compter du 6 mars 2024. Et c'est vraiment lié au fait que un acte notarié, c'est un acte authentique. Au sens du droit. Alors... Qu'est-ce qui fait qu'il est plus authentique qu'un autre? C'est un terme légal. Un acte authentique dans le Code civil du Québec. C'est le terme qui est employé. Et ça fait en sorte que l'acte fait preuve de son contenu. Alors, il y a un niveau de preuve plus élevé sur les actes authentiques. C'est plus difficile d'attaquer un acte notarié que n'importe quel autre contrat qu'on signe devant témoin, devant avocat ou n'importe comment sur le coin d'une table dans notre cuisine. Alors, un acte notarié, ça a vraiment un niveau juridique plus élevé, reconnu par la loi. Ce qui fait en sorte que, vu que l'acte est notarié, le directeur de l'État civil va simplement pouvoir prendre, en fait, l'acte notarié et le considérer vrai. Alors,
sans vérifier lui-même que tout ce qui est indiqué dans cet acte-là est la réalité, ben il va pouvoir juste se fier. Exactement, s'y fier à l'acte notarié, puis se dire, ben le notaire a déjà fait ce travail-là de vérification au niveau du consentement, au niveau de l'identité, au niveau de la date, au niveau de chaque élément important qui doit se trouver dans l'acte. Alors, le directeur de l'État civil, vu que c'est un acte authentique, va pouvoir le prendre et dresser l'acte de naissance en fonction de cet acte notarié-là. C'est pas une confiance aveugle s'il va pas revalider que vous revérifiez? Non, parce que le notaire a une responsabilité professionnelle. Okay. Alors, c'est sûr que le notaire, en tant que professionnel du droit, est obligé de faire en sorte que l'acte qu'il émet est conforme. Okay. Que tout ce qui est indiqué là-dedans est vérifié, est approuvé par le client, est exact. Et de toute façon, ce que le notaire va indiquer dans l'acte, c'est la plupart du temps des faits qui sont clairs, des éléments comme j'atteste avoir reçu l'attestation de participation à la séance obligatoire dont on parlera très bientôt. Mais il y a des éléments comme ça que le notaire, ben, il vérifie, lui. Alors, c'est sa responsabilité professionnelle de le vérifier. Puis, ce serait évidemment beaucoup trop complexe de demander au directeur de l'État civil de faire ce type de vérification-là. Puis, si un notaire fait pas sa job, ben il se tire une balle dans le pied, dans le fond. Là. Oui, puis il y a une assurance responsabilité professionnelle. Là. OK, c'est bon. Alors, c'est certain que le notaire, il est redevable de faire l'acte correctement. Okay. Puis à partir de là, ben, le directeur de l'État civil le prend et dresse l'acte de naissance en fonction de ça. Mais ça, c'est seulement pour les naissances, pour les grossesses qui ont débuté à compter du 6 mars 2024, donc dans 2 jours. Mais pour les notaires, c'est pas juste en gestation. Pour les notaires, c'est ça pour tous les domaines notariés, pas juste en gestation pour autrui. C'est le rôle des notaires peu importe où est-ce que l'acte notarié s'en va, ils n'ont pas besoin de revérifier l'acte notarié. Que ce soit en immobilier, en tout cas... Testament tout est contre-vérifié, puis dans le fond, ils ont un devoir professionnel d'avoir fait ces vérifications-là. Exactement. Alors, le notaire a vraiment cette responsabilité-là et tous ces actes-là ont une force légale au niveau de la preuve qui est plus élevée. Puis pour l'attaquer, là, c'est un peu plus complexe. Il faut aller en inscription de faux. Alors là, c'est un processus beaucoup plus complexe pour attaquer un acte notarié versus n'importe quel autre... transaction ou contrat juridique qui peut être attaqué pour plusieurs motifs qui sont prévus par la loi. Alors, intéressant. Voilà. Je savais pas je savais que les notaires étaient plus, mais je comprenais pas la nuance. Merci de m'avoir éclairé. Est-ce qu'on va dans le vif du sujet? Ben oui, allons-y. On parle de la loi. Oui. C'est quoi, ou juste la loi en général, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui n'en ont pas pris connaissance? Oui. Comment on pourrait le résumer? Bon, alors après la période de transition dont je viens de vous parler, qui va nécessiter de passer vers la Cour supérieure, les grossesses qui débutent à compter du 6 mars 2024. Alors là, on est vraiment tout près. Donc, les grossesses débutant à compter de cette date-là, il y a un processus principalement en 4 étapes qui va devoir être suivi pour toutes les familles qui souhaitent procéder via une femme porteuse. Alors, la première étape, et l'obligation de participer à une rencontre d'information sur les implications psychosociales et sur les questions éthiques que le projet parental implique. Alors, essentiellement, cette rencontre-là, c'est une rencontre de 3 heures qui doit être effectuée par les parents d'intention d'un côté et par la femme porteuse seule. Alors, c'est vraiment chacune des parties dans ce projet-là doit suivre sa rencontre de façon individuelle avec un professionnel qui est soit un psychologue, un travailleur social, une sage-femme ou un sexologue. Je vais juste préciser, c'est bien 3 heures par... C'est 6 heures au total. Oui, c'est ça. C'est 3 heures par partie. Ouais, alors, chacun doit vraiment suivre une rencontre qui dure 3 heures. Et à la fin de leur rencontre de 3 heures, le professionnel différent pour chacun qu'ils ont choisi va leur remettre à chacun une attestation de participation à cette séance-là. C'est pas nécessairement la même personne qui fait les 2 rencontres. Non, pas nécessairement. Okay. C'est au choix vraiment. Les parents d'intention peuvent choisir leur professionnel. La femme porteuse peut choisir son professionnel. Il n'y a pas d'indication à l'effet que ça doit être le même ou pas le même professionnel. Okay. La seule indication, c'est que ça doit être 2 professionnels différents. Est-ce qu'il va arriver ce qu'on voyait parfois dans... Ah, il faut que ça soit 2 professionnels différents? Non. Ça doit être 2 rencontres différentes. Mais ça peut être par le même professionnel ou par 2 professionnels. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'indication dans la loi à l'effet que
c'est un problème si c'est le même professionnel ou si c'est deux personnes différentes. Ça a pas, y a pas, la loi le prévoit pas. Okay. Est-ce que pour des questions de conflit d'intérêts ou pour s'assurer que chacun va avoir vraiment le libre espace, est-ce qu'il y a des cliniques qui vont demander que ce soit deux professionnels différents? Est-ce que les gens vont être plus à l'aise que ce soit deux professionnels différents? Est-ce qu'un professionnel lui-même va dire, ben moi, je préfère pas rencontrer également la femme porteuse si je rencontre les parents d'intention? C'est possible, là. Sauf que c'est pas un critère prévu par la loi qu'il faudrait que ce soit absolument deux professionnels différents. Donc ça, c'est la première étape. Et suite à la remise de l'attestation de participation, cette attestation-là va devoir être remise au notaire. Alors là, on arrive à la portion qui concerne le notaire. Et le notaire doit préparer avec les parents d'intention et la femme porteuse une convention de grossesse pour autrui. Alors, le notaire reçoit l'attestation de participation et ensuite va rencontrer ses clients pour discuter du contenu de la convention, dont, évidemment, il y a plusieurs éléments obligatoires qui doivent être prévus. Je vais vous épargner la liste de ces éléments-là. On va laisser les notaires faire leur travail à ce niveau-là. Mais essentiellement, ensuite, les discussions qu'ils vont avoir, ils peuvent être à plusieurs égards, mais surtout concernant les dépenses. Alors, les remboursements de dépenses, les indemnités pour perte de revenus de travail qui peuvent être payés à la femme porteuse. Alors, ça va faire partie du travail de notaire de discuter avec ses clients de quel type de dépenses vont être remboursées, quel sera le montant de l'indemnité à prévoir au niveau de la perte de revenus de travail. Alors là, évidemment, il doit y avoir un travail de fait à savoir, bon, mais c'est quoi les revenus habituels de la femme porteuse? Est-ce qu'elle est salariée? Est-ce qu'elle est travailleuse autonome? C'est quoi sa perte de revenus, le cas échéant, si un médecin déclare qu'elle ne peut pas continuer à travailler pendant sa grossesse? Alors, évidemment, ça prend une attestation médicale à ce moment-là pour que la femme porteuse puisse recevoir une indemnité pour perte de revenus de travail. Puis, il ne doit pas non plus y avoir double indemnisation. Alors, essentiellement, la femme porteuse, si elle reçoit un montant de l'assurance emploi-maladie, d'une assurance médicale privée, bref, de la CNESST, peu importe, les parents d'intention ne vont pas payer ce montant-là qu'elle reçoit. Elles vont payer seulement la différence entre ses revenus habituels et l'indemnité qu'elle reçoit ailleurs. S'il y a un retrait préventif, par exemple. Exactement. Okay. Même chose, j'imagine, quand elle accouche puis qu'elle prend son congé parental. Exactement. Mais ça prend toujours un biais médical. Alors ça, c'est vraiment clairement prévu dans la loi qu'il faut qu'il y ait une attestation du médecin qui confirme qu'elle ne peut pas travailler et que c'est en raison de la grossesse. Alors, on peut s'attendre à ce que dans les premières semaines qui suivent un accouchement, ce serait pas difficile d'obtenir un biais médical qui confirme qu'elle ne peut pas travailler. Là, c'est déjà ce qu'on voit avec le RQAP qui est prévu au Québec. Mais pendant la grossesse, c'est certain que ça prend un avis médical. Puis même, en théorie, par la suite, ça en prendrait aussi un. Alors, la femme porteuse a droit au congé de maternité suite à l'accouchement. Exactement. Elle a le droit de recevoir du RQAP pendant les 18 semaines ou 15 semaines selon le régime choisi avec le RQAP. Là. Alors ça, c'était le cas avant, c'est encore le cas, parce que le congé de maternité est vraiment pour la femme qui accouche de l'enfant. Alors, c'est ce que prévoit le RQAP. Et donc, c'est ça. Pour revenir au contenu de la convention, le notaire va discuter de tout ça avec ses clients et aussi, dorénavant, les remboursements de dépenses vont devoir transiger par le compte en fidéicommis du notaire. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'entièrement nouveau et de relativement complexe, là. Alors, avant, bien évidemment, les parents d'intention, la femme porteuse, je sais pas moi, la femme porteuse allait chez la chiro ou chez l'ostéopathe et avait une facture qui était en partie remboursée par son assurance. Là, la différence, bon, je sais pas, il y a 20 $ qui n'est pas couvert par l'assureur. Les parents d'intention, lui, envoyaient le 20 $, conservaient les preuves du remboursement qu'ils avaient fait parce que même avant la nouvelle loi, on devait quand même conserver toutes les preuves des remboursements pendant un délai de 6 ans en vertu de la loi fédérale. Alors, mais tout ça se faisait entre eux. Alors, eux gardaient un beau dossier dans leur maison dans lequel ils mettaient chacun des remboursements de dépenses avec les preuves des factures qu'ils ont remboursées puis des montants qu'ils ont payés, mais c'était tout. Alors que là, ça va devoir transiger par le compte en fidéicommis du notaire. Ce qui implique une complexité au niveau des délais, évidemment, parce qu'un notaire va avoir un délai de traitement de chaque demande qui va lui être transmise. Des coûts aussi. Des coûts, exactement. Dans le fond, c'est à chaque, pas transaction, mais à chaque fois qu'on demande un remboursement, bien, le notaire doit
gérer ça. Fait que oui, il y a une gestion du compte en fidéicommis qui implique des coûts, exactement. Ouais. Alors là, évidemment, ça va dépendre de chaque notaire, comment est-ce qu'il facture sa gestion en fidéicommis, c'est quoi les ententes qu'il y a avec ses clients à ce niveau-là. Puis moi, ça, c'est vraiment pas mon domaine, la gestion de compte en fidéicommis de notaire. Mais reste que c'est un processus qui est beaucoup plus complexe, qui est lourd, qui a été mis en place par les législateurs et qui est obligatoire. Alors, ça fait en sorte que vraiment, les parents d'intention, la femme porteuse, idéalement, vont falloir qu'ils soient très organisés pour transmettre des demandes rassemblées et ciblées au notaire pour éviter d'avoir des transactions multiples qui vont générer des coûts plus élevés. Est-ce que ça peut être envoyé, mettons, une fois par mois au lieu de chaque semaine? Bien, fort probablement, oui. Alors, il faudra voir avec le notaire qu'est-ce que chaque notaire suggère à ce niveau-là, puis qu'est-ce qui est le degré de tolérance de la femme porteuse aussi. Parce qu'elle, pendant ce temps-là, elle ne se fait pas rembourser ses dépenses. Alors, c'est certain que c'est le type de discussion qui va avoir lieu dans le bureau du notaire, à savoir comment est-ce qu'on va mettre en place ces modalités-là de remboursement. Évidemment, le règlement d'application de la loi prévoit aussi un processus avec des déclarations qui doivent être signées. Puis, il faut s'assurer, le notaire a l'obligation de s'assurer que les remboursements qu'il fait sont conformes à la convention qui a été signée. Alors, vraiment, ça vise à éviter qu'il y ait toute forme de rémunération. C'est clairement ça. Mais qu'est-ce qui fait que c'est... Parce que ça engendre beaucoup plus de frais, beaucoup plus de paperasse, beaucoup plus d'administration, beaucoup plus de complexité, comme tu l'as dit. Pourquoi c'est obligatoire? Tu sais, je peux comprendre que le montant... Parce qu'il faut aussi déposer un montant obligatoirement dans le compte en fidéicommis. Exact. Mais ça, je peux comprendre que ça soit obligatoire, mais pourquoi il faut absolument passer par le notaire pour gérer les remboursements? C'est tellement lourd. C'est une question qu'on se pose et qui sera peut-être éclaircie par le temps. On l'espère que c'est pas impossible que la loi va éventuellement évoluer, qu'il va y avoir des directives qui vont être mises en place peut-être pour alléger le processus face au vécu des gens. Là. Alors, on va voir comment ça se passe. Les notaires eux-mêmes vont peut-être émettre certaines recommandations éventuellement de dire, ben peut-être qu'il y a des façons... plus légère de procéder. Tu sais, ça peut passer ça aurait pu passer à la fin par une reddition de compte au notaire qui s'assure une fois que tout est conforme, mais non, c'est pas ce que le législateur a choisi actuellement. Puis je pense que quand je me remets dans mon passé de 2013 à 2016, avec... le fait que le procureur général du Québec, sa plus grande préoccupation, c'était qu'il n'y ait pas de marchandisation, qu'il n'y ait pas... d'utilisation du corps de la femme à des fins commerciales, de rémunération. Alors, c'est vraiment dans cette voie-là, j'ai l'impression, du fait de refuser à tout prix toute forme de rémunération. Puis ça, c'est correct, là, ça a toujours été le cas, qu'il n'y ait pas de rémunération de la femme porteuse, que ça doit être quelque chose qui est fait de façon altruiste ça demeure. Et je pense que le législateur, en forçant un processus plus encadré que moins, veut s'assurer que les projets de GPA sont vraiment altruistes, que c'est des remboursements de dépenses puis que c'est pas de la rémunération. Mais l'avenir nous dira de comment ça va se passer puis comment ça va évoluer fort probablement parce que notamment, il est prévu en même la loi qu'elle va être révisée dans quelques années. Il y a une obligation du législateur de se repencher sur sa propre loi, ce qui est quand même rare. Là, on ne voit pas ça souvent dans les lois, mais qui va devoir justement prendre en compte l'évolution de tout ça et mettre à jour la situation. On l'a vu un peu, ça n'a rien à voir avec la loi sur la GPA, mais comme dans Mourir dans la dignité. La loi sur les soins de fin de vie, ça évolue avec les années. Ça évolue avec le vécu de ce type de loi-là. Puis souvent, quand c'est des domaines un peu plus controversés, parce que la GPA l'est quand même, là, reconnaissons-le, il y a certaines formes de controverses par rapport aux femmes porteuses. Et je pense que ça va avec le fait que la société accepte des choses et met ça en place et tranquillement, ça évolue en fonction du degré de tolérance de la société. Et souvent, le législateur est en retard sur la population puis sur l'évolution des mentalités. Alors, il faut juste lui donner le temps de mettre ça en place. Puis après ça, il faut quand même reconnaître que ce sont des avancées qui sont très grandes. Parce que là, j'ai pas terminé, là, mais vous allez voir qu'au bout de la ligne, la loi va énormément faciliter le lien de filiation. Alors ça va être très rassurant pour les parents qui vont se dire, bien, le processus est quand même complexe, mais si je le suis au complet, bien, quand mon enfant va naître, ça va être mon enfant. Rapidement. Dans l'acte de naissance. Alors, c'est immense, ça, comme avancée. Il faut le reconnaître, parce qu'avant, il y avait toujours un parent qui était laissé dans l'incertitude pendant de nombreux mois. Alors que là, on va avoir les deux parents qui veulent cet enfant-là, qui vont être les parents à la naissance de leur enfant.
Ça, c'est énorme Très comme positif. progrès. Exactement. Alors, les petits irritants, comme la gestion par le compte en fidéicommis, ça, je pense que c'est des éléments qu'il faut se dire, ça fait partie de la game pour l'instant, puis on s'adaptera avec le temps, on fera nos recommandations. On aura des porte-paroles comme Infoprocréation qui pourront aller faire les recommandations avec leur vécu. Puis les notaires aussi, évidemment, vont éventuellement, tu sais, les ordres professionnels comme le Barreau du Québec, la Chambre des notaires, ils viennent à faire des recommandations au gouvernement pour mettre en place des processus qui sont mieux. C'est aussi prévu dans la loi qu'en 2030, elle va être revue, non? Exact. C'est ça. Alors, ça veut dire quoi, donc? Ça veut dire que le législateur va être obligé de se repencher sur la loi pour voir qu'est-ce qui nécessite d'être modifié. Alors, c'est déjà énorme parce que c'est vraiment pas toutes les lois qui le prévoient. Alors, ça l'assure qu'il va y avoir un suivi, que ça va pas juste être laissé dans les limbes, puis qu'il y aura jamais de modification. Il n'y a pas de possibilité de pas le faire, de pas la revoir. En théorie, non. Okay. Est-ce que ça peut traîner quelques années, ça? On ne sait jamais. Mais je veux dire que ça fait tellement d'années qu'on attendait la loi sur la GPA. Je veux dire, on en parlait déjà dans le jugement qu'on avait eu en 2016. La juge disait dans son jugement qu'il faudrait que le législateur clarifie la situation. On était en 2016, la loi est arrivée en 2024. Presque. C'est 8 ans. Alors, puis tu sais, ça faisait déjà un bout qu'on en parlait. Alors, vraiment, ça bouge pas vite, la législation, mais par chance, là, on a quelque chose de plus concret qui est devant nous. Alors, on revient aux étapes. Oui. Donc, l'étape 2, c'était la convention notariée de GPA. Alors, suite à cette étape-là, une fois que la convention est signée avec le notaire, donc, le médecin qui exerce une activité de procréation assistée dans une clinique, dans le cadre d'un projet qui implique une femme porteuse, doit obtenir, avant de mettre en place la avant démarche... de procéder à la procréation assistée. Exactement. Doit obtenir une attestation du notaire qui confirme qu'il y a une convention qui a été signée. Alors ça, ça l'assure que... là, on peut se dire qu'à compter du 6 mars, les cliniques vont suspendre beaucoup de processus le temps d'obtenir ces attestations-là du notaire. Et là, c'est pas... Il faut se rappeler qu'il y a 2 étapes avant de commencer le processus avec la clinique. Alors, l'étape 1 qui est la rencontre d'information, l'étape 2 qui est la convention notariée. Alors, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des délais qui vont se créer dans les prochaines semaines dans les cliniques de fertilité pour les dossiers de mères porteuses parce qu'il faut rencontrer ces 2 étapes préalables-là avant de commencer. Mais je peux confirmer que il y a des cliniques qui refusent en ce moment d'aller de l'avant parce que c'est ça, à cause du 6 mars. Là. Oui. Mais certainement, parce que toute grossesse qui débute à compter du 6 mars doit suivre le nouveau processus. Puis ce nouveau processus-là ne va pas se faire en claquant des doigts. Non. Il doit y avoir 2 rencontres de 3 heures, pour les deux parties. Là. Puis après ça, il doit y avoir la rencontre avec le notaire, la rédaction d'une convention, la signature d'une convention. Puis là, il y a les notaires qui ont les connaissances pour le faire. Il n'y en a pas beaucoup. 2 mois. Il n'y en a pas beaucoup. Alors là, ça va être la recherche de quel est le notaire qui peut m'aider là-dedans. Puis évidemment qu'il va y avoir des délais. Là. Alors, espérons que ça va aller vite malgré tout. Sauf qu'on est dans une période transitoire. Alors, il faut s'attendre à ce que... Puis en PMA, il n'y a rien qui va vite. Non, c'est toujours déjà très long. Donc, Fait que là, on a la rencontre d'information obligatoire. Après ça, pour accéder à la convention de grossesse pour autrui, il faut avoir fait préalablement la rencontre. Une fois qu'on a fait la convention, on peut passer à la partie médicale. Exact. Fait que là, on est rendu à la 3e étape. Oui, la partie médicale, je ne la considérais pas dans mes étapes juridiques. Non, c'est ça. Oui, alors là, on est rendu au volet médical. Là, ça se fait en clinique ou ça peut se faire aussi de façon artisanale. Parce que c'est ça, la loi, elle encadre aussi pas juste la gestation pour autrui en clinique, mais aussi à la maison. Là, oui. Par n'importe qui veut procéder avec une mère porteuse au Québec doit absolument avoir fait les 2 étapes préalables avant que la femme porteuse tombe enceinte. Mais ce qui est bien, c'est que ça encadre aussi, ça reconnaît en fait, même si c'est par insémination. Oui, peu importe la façon, que ce soit artisanale ou en clinique, c'est le même processus pour tout le monde au niveau légal. Alors ça change absolument rien. Puis là, en fait, l'étape 3, on arrive après la naissance de l'enfant. Alors, quand on a l'enfant qui est né, entre le 8e et le 30e jour suivant la naissance, la femme porteuse doit signer un consentement. Alors, un consentement à ce que le lien de filiation avec l'enfant soit reconnu exclusivement à l'égard des parents d'intention.
Donc, essentiellement, la femme porteuse renonce à sa filiation avec l'enfant et doit vraiment l'écrire en toutes lettres de la façon qui est prévue dans le règlement. Alors, ça, c'est un autre élément. Vous ne pouvez pas vous improviser rédacteur d'un consentement en disant « Moi, femme porteuse, consens à ce que les parents soient les parents, point. » Non, ça fonctionne pas. Il faut vraiment absolument suivre ce qui est écrit dans le règlement d'application et dans la loi au niveau de qu'est-ce qui sont les divulgations qui doivent être faites par la femme porteuse pour s'assurer que vraiment, quand elle signe ce document-là, elle comprend tous les impacts légaux de son consentement. Donc, ce que je comprends, c'est que on peut le faire nous-mêmes. On n'est pas obligé d'avoir un notaire ou un avocat. On peut le faire nous-mêmes, mais on doit quand même suivre ce qui est prévu dans la loi et dans le règlement. Comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans la loi? Bien, il faut aller la lire. Alors là, il faut l'interpréter, il faut la comprendre, il faut savoir où elle est. Alors, la loi, essentiellement, c'est le Code civil du Québec. Ouais. Sauf, c'est les dispositions qui sont dans le Code civil, mais après ça, il y a le règlement d'application qui est publié dans la Gazette officielle, qu'il faut aller chercher. Fait qu'on est mieux d'aller consulter. C'est sûr que c'est un peu risqué de s'improviser dans le contexte actuel. T'sais, est-ce qu'avec le temps, il va y avoir de plus en plus d'informations disponibles publiquement? Assurément, là, je veux dire, il y a des guides qui vont être mis en place, il y a des gens qui vont partager de l'information entre eux, il y a des modèles qui vont circuler. C'est toujours comme ça. Ouais. Puis c'est correct, là, c'est merveilleux, c'est comme ça que les gens vont apprendre puis vont partager qu'est-ce qui doit être fait correctement. Mais à ce stade-ci, on est encore vraiment dans un stade préliminaire, puis il faut s'assurer que tout ce qui va être fait va l'être conformément à la loi puis à la réglementation, qui vient juste d'être publiée en plus. Là. C'est très, très, très récent qu'on a le texte de ce que doit contenir le consentement. Qui est publié dans la Gazette officielle. Alors, essentiellement, ce consentement-là peut être fait soit devant notaire ou devant 2 témoins qui n'ont pas d'intérêt dans le processus de GPA. Alors, ça peut évidemment pas être les parents d'intention qui sont les témoins, ça c'est évident, mais moi, j'aime mieux penser plus large, alors j'essaie de dire, bien, idéalement, pas des gens qui sont dans la famille des parents d'intention. Dans les voisins ou des collègues. Des tiers, des vrais tiers. Prenez pas la grand-maman, là. Elle a un intérêt. Ça va être son petit-fils ou sa petite-fille. Alors, assurez-vous que ce soit vraiment des vrais tiers, les 2 personnes qui n'ont pas d'intérêt dans le processus de GPA qui vont signer le consentement avec la femme porteuse. Et c'est vraiment entre le 8e et le 30e jour suivant la naissance qui est prévu par la loi. Alors, ça aussi, c'est un élément qui fait en sorte... Il y a tellement de particularités comme ça qu'il faut s'assurer d'être bien accompagné dans le processus parce que c'est facile d'échapper des délais ou des détails parce qu'il y en a plein. Alors, en étant accompagné, ça facilite vraiment le processus au niveau d'éviter ce genre de problématique-là. Mais est-ce que la réalité, c'est que si le consentement il est signé au 32e jour, c'est le type de chose qui va fort probablement être accepté par le tribunal? Le plus important, c'est que le consentement existe. Ouais, c'est ça qui est fondamental. Mais est-ce que ça va alourdir le processus? Oui, parce que là, le greffier spécial pourra peut-être pas... en fait, même pas à ce niveau-là. Si le consentement n'est pas daté, là, peut-être que le directeur de l'État civil va juste pas l'accepter parce que là, on est rendu dans l'étape après le 6 mars où, après le consentement, les documents sont envoyés au directeur de l'État civil avec la déclaration de naissance de l'enfant. Et là, le directeur de l'État civil reçoit la copie authentique de la convention notariée de GPA et le consentement de la femme porteuse. Et donc, une fois qu'il y a ces documents-là, il fait l'inscription au registre de l'État civil de l'acte de naissance de l'enfant en fonction de ses parents d'intention comme étant ses parents. Alors... Donc, la femme porteuse n'est jamais sur un certificat de naissance? Non. C'est ça. Exact. Est-ce que ça va faire des délais pour émettre les certificats de naissance ou ça semble être... Je pense pas que c'est vraiment là que les délais vont être. Là. Le directeur de l'État civil a l'air généralement assez prêt au changement. Là. Chaque fois qu'on leur pose des questions, ils nous répondent quand même rapidement, le directeur de l'État civil. Alors ça, je pense pas que les délais vont être tellement là. C'est certain que là, s'il y a une condition qui n'est pas respectée, comme tantôt je vous parlais du consentement entre le 8e et le 30e jour, le directeur de l'État civil, s'il reçoit des documents qui ne sont pas conformes à la loi, il est probable que lui va dire, moi, je peux pas l'émettre. Alors, vous allez devoir saisir le tribunal. Et là, c'est ça, parce que quand que le directeur d'État civil ne peut pas lui-même émettre l'acte de naissance, ce qui est vraiment le processus le plus simple, le plus merveilleux, on suit toutes les étapes, le directeur de l'État civil nous envoie notre certificat de naissance de l'enfant. Merci, bonsoir, la filiation est là. Alors, c'est extraordinaire, ça, comme processus. C'est vraiment simple, entre guillemets. En fait, est-ce que c'est un peu le même processus que pour un couple que la femme a accouché de son propre enfant? Oui.
C'est juste qu'il faut mettre un peu plus de documents. Exact. C'est ça. C'est une déclaration de naissance comme n'importe quel parent au Québec doit remplir à la naissance de son enfant, mais avec la particularité que dans les cas de GPA, ils doivent joindre la convention notariée et le consentement de la femme porteuse. Okay. Alors, à partir de là, après ça, leur acte de naissance est émis comme n'importe quel autre enfant au Québec. Ouais. Alors, c'est vraiment merveilleux, ce processus-là. Mais si les conditions ne sont pas respectées, bien là, on tombe dans le volet exception. Alors, quand les conditions ne sont pas respectées, bien, il faut saisir le tribunal. Quand tu dis saisir le tribunal, c'est-à-dire qu'il faut aller déposer une demande à la cour. OK. Exactement. Alors, une demande en justice pour modifier la filiation de l'enfant. Alors, si les conditions ne sont pas respectées, fort probable, là, je ne sais pas quelle va être la directive du directeur de l'État civil, mais il est quand même probable que la mère porteuse serait indiquée comme la mère de l'enfant et un deuxième parent qui serait le père. Mais ça, c'est la Cour qui déciderait. Non. Ça, c'est dans le cas où les conditions ne sont pas respectées, puis le directeur de l'État civil dit « Moi, je ne peux pas émettre l'acte de naissance parce que je n'ai pas un projet qui est conforme aux obligations prévues par la loi. » Alors là, ce qu'on peut s'attendre, c'est que dans ce cas-là, la mère porteuse va probablement être celle qui va être déclarée à l'acte de naissance. Mais qui va la déclarer si elle ne veut pas se déclarer elle-même? Bien, actuellement, l'information que j'avais du directeur de l'État civil, c'est qu'on ne pouvait plus mettre mère non déclarée dans la période de transition. Alors... c'est le directeur de l'État civil qui va déclarer. C'est la mère qui va devoir elle va être obligée de le faire. C'est ce que je comprends. Qu'est-ce qui arrive si elle veut pas le faire? Écoute, honnêtement, là, c'est des questions qui sont rendues tellement... pointilleuses. Oui, là, on est dans l'exception de l'exception, puis on espère que les gens vont juste respecter la loi puis que ça n'arrivera pas. Ouais. Mais les dernières nouvelles que j'avais du directeur de l'État civil, c'était qu'il fallait indiquer la mère porteuse comme étant la mère de l'enfant dans la déclaration de naissance pour la période de transition, puis qu'après ça, on allait procéder par l'établissement judiciaire de la filiation que je vous expliquais tantôt pour la période de transition et que là, le tribunal allait modifier cette filiation-là. Alors, je m'attends à ce que pour la période du 6 mars 2024, ça risque d'être la même chose. Puis dans les 60 jours, le cas échéant, il faut aller saisir le tribunal, faire une demande à la Cour pour demander de modifier la filiation en expliquant les conditions qui n'ont pas été respectées, pourquoi, puis dire, le projet parental est quand même conforme dans son ensemble, à l'exception de cette règle-là qui n'a pas été suivie, et respecte l'essence de la loi. Donc, il est dans l'intérêt de l'enfant que la filiation soit prononcée en faveur des parents d'intention. Et là, on pourra émettre un nouveau certificat de naissance à ce moment-là. Suite à un jugement de la Cour. Oui, c'est ça. Alors, si la Cour dit, moi, j'ordonne de modifier la filiation, dans le fond, la Cour ordonnerait au directeur de l'État civil de modifier l'acte de naissance de l'enfant pour qu'il soit conforme au projet parental. Alors, c'est vraiment... Puis après ça, le jugement de la Cour est transmis au directeur de l'État civil qui, lui, fait les adaptations nécessaires à l'acte de naissance de l'enfant. Alors, c'est toute une loi, en tout cas. Oui, c'est pas simple, mais en même temps, il faut se dire que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations quand on arrive à écouter quelque chose comme ça, puis on se dit « Oh, j'ai la tête qui tourne, il y a tellement d'informations. » Mais en même temps, quand on les suit en étapes, une après l'autre, puis qu'on les fait chacune comme il faut, en se penchant comme il faut sur quel est le texte qui doit être prévu par la loi dans chaque étape, au bout de la ligne, la réalité, c'est que ça va être beaucoup plus simple. Puis ça fait en sorte que les gens n'auront pas le choix d'être accompagnés. Parce que devant avoir une convention notariée de GPA, le notaire va devenir le conseiller juridique de ces parties-là, qui va s'assurer que chaque étape va pouvoir se faire comme il faut. Évidemment que le notaire va pouvoir fournir un projet de consentement de la femme porteuse après la naissance, va pouvoir rappeler à ses clients, c'est entre le 8e puis le 30e jour, va pouvoir vérifier chaque document pour s'assurer que ça va être conforme. Et donc, il y a peu de chances qu'on se retrouve dans les conditions, tantôt qu'on disait qu'il y a l'exception de l'exception. Ça devrait pas ou peut arriver. Alors, c'est ce qu'on espère. En tout cas, parce que ça complique encore plus après ça, là, Mais oui, c'est sûr que passer par la Cour, c'est toujours un risque, du stress, parce qu'on ne sait pas comment ça va être interprété. Mais reste qu'il faut se rappeler quand même que la Cour d'appel a rendu 2 arrêts qui disent que c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Alors, les chances que la Cour supérieure, avec la nouvelle loi, disent que le consentement a été signé au 33e jour, c'est pas bon. Non, c'est pas ça qui va arriver, là. Sauf que, est-ce que si la femme porteuse a été rémunérée, là, c'est une autre chose, par exemple. Là, on ne respecte plus les conditions d'ordre public de la loi. Alors, c'est vraiment...
je pense qu'il va falloir y aller avec du gros bon sens. Puis c'est probablement ce que les tribunaux vont faire dans leur interprétation. La plupart du temps, c'est ce qu'ils font pour vraiment être dans la ligne de ce que la Cour d'appel nous a dit en 2014 et 2016, que ces enfants-là, ils ont le droit d'avoir une filiation qui est conforme à leur réalité familiale, peu importe les circonstances de leur naissance. Alors, c'est ça qui prime. Il faut se rappeler de ça. Après ça, il faut aussi se rappeler qu'il faut suivre la loi, même si au bout de la ligne, il est possible que votre projet soit reconnu par le tribunal en n'ayant pas suivi certaines dispositions, on ne prend pas cette chance-là. On est mieux de suivre les bonnes étapes. Exact. Ouais, c'est ça. Bien, ça fait le tour pour la nouvelle loi qui vient d'entrer. Oui, puis on est super content d'avoir pu démystifier ça un petit peu avec toi, Maître Héloïse Pillon, mais j'ai envie qu'on poursuive la conversation dans un prochain podcast. OK? Donc, on va terminer pour aujourd'hui, mais on va se donner rendez-vous pour un autre épisode, les trois ensemble, puis on va pouvoir continuer la conversation, aller un petit peu plus dans les détails de tout ce qui se passe dans cette nouvelle loi. Anne-Marie, merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Merci à Héloïse, surtout. Merci, Héloïse. C'est un grand plaisir. Maître Héloïse J'espère Pillon. que j'ai pu vulgariser ça un petit peu pour rendre ça plus clair pour tout le monde. Ça me fera plaisir, évidemment, d'être de retour éventuellement, peut-être pour parler de la GPA hors Québec aussi, parce que c'est un autre sujet qui rentre en vigueur à compter du 6 juin 2024. Alors là, on est un petit peu plus loin, on a encore un peu de temps, mais c'est un autre sujet qui est assez complexe qui vient bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Héloïse. Ça me fait plaisir.